Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est La Culture est dans la rue. La Culture est dans la rue au musée du Quai Branly pour l'exposition L'Inca et le Conquistador, une exposition que vous pourrez voir ici jusqu'au 20 septembre. Cette exposition revient sur une page mémorable de l'histoire, une page sanglante qui allait changer la face du monde, le destin du continent américain. Il s'agit de la rencontre entre le souverain inca Atahualpa et le conquistador Francisco Pizarro, une rencontre entre deux personnalités qui ont fait l'histoire. Cette exposition réunit plus de 120 œuvres qui racontent l'histoire de la conquête du Pérou au XVIe siècle par les Espagnols. Deux destinées, deux empires, deux visions du monde qui s'affrontent. Et c'est ce que montre l'exposition L'Inca et le Conquistador à travers des objets d'époque, des tableaux et des armes qui ont joué un rôle important dans la conquête. À l'arrivée des Espagnols, les Incas contrôlent une immense aire qui va du Chili au sud de la Colombie. Leur avancée est brutalement stoppée par l'arrivée des Espagnols. Cette exposition, en mettant l'accent sur la rencontre entre l'Inca et le Conquistador, montre une autre vision de cette histoire. Comment vous est venue l'idée de monter cette exposition, l'Inca et le Conquistador ? Alors il y a eu récemment beaucoup d'expositions sur les Incas et sur la période coloniale, mais peu qui traitent vraiment du moment de la rencontre entre le monde espagnol et le monde inca. Donc l'idée c'était de rentrer vraiment dans ce fait historique que l'on réduit souvent à une rencontre, celle du conquistador Francisco Pizarro et du souverain inca Atahualpa. Alors que ce fut quelque chose de beaucoup plus long qui s'est étalé sur plusieurs dizaines d'années, une dizaine d'années. Et donc l'idée c'était de vraiment présenter la vision espagnole et la vision inca de cette conquête, voir comment les deux camps se sont compris, perçus et comment on est arrivé à la soumission du plus grand empire des Andes. Et qu'est-ce qui, dans cette exposition, justement, donne une vision des Incas? Parce que souvent, on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà, on essaye ici de présenter bien sûr la vision espagnole de la conquête qui est très présente parce que la majorité des sources ont été rédigées par des conquistadors espagnols et par la suite par des gens qui venaient d'Espagne. Mais on essaye donc de mettre en avant les sources andines, les récits réalisés après la conquête. Et également, on donne une importance centrale aux objets incas qui permettent d'évoquer le contexte politique et la façon de penser des Incas. Dans les dialogues politiques des Incas avec les populations qu'ils comptaient soumettre, l'Inca offrait à boire et à manger aux populations qu'ils comptaient soumettre et on trinquait ensemble pour sceller en fait cette alliance qui allait se mettre en place avec le souverain Inca. Donc au moment de leur arrivée dans l'Empire Inca, les Espagnols vont se voir offrir divers présents par le souverain Inca et notamment ces gobelets remplis de la bière de maïs qu'ils n'ont pas voulu consommer car ils craignaient d'être empoisonnés. Dans la vallée, vous êtes biographe de Pizarro. C'était qui cet homme? Quel est son parcours? Quelle est sa jeunesse, Pizarro? Alors Pizarro naît à la fin du XVe siècle dans une province du sud-ouest de l'Espagne, l'Estrémadure. Et disons, c'est comme on disait à l'époque un bâtard, le fils bâtard d'un militaire noble d'un certain rang et d'une jeune fille d'origine paysanne, pas à proprement parler misérable, mais qui n'avait pas une fortune particulière. Et si on veut le définir, je crois que cette bâtardise est importante parce qu'effectivement il est en dehors des normes à bien des égards, il n'appartient ni au monde noble bien sûr, ni au monde de sa mère. Ce qui fait que très rapidement, à moins de 20 ans, il part pour Séville et il s'engage dans l'armée. Et je crois que c'est ça qui le définit. Pizarro, c'est avant tout un soldat. Il est d'abord soldat en Italie, il participe aux guerres d'Italie, il revient sans avoir réussi, car c'est un homme, étant donné ses origines dont j'ai parlé, c'est un homme qui n'a ni appui, qui n'appartient à aucun cercle, à aucun réseau, et qui donc va décider de tenter sa chance dans ce qui, à ce moment-là, est la possibilité éventuelle de promotion, c'est-à-dire l'Amérique. Donc il part
pour l'Amérique. L'Amérique à l'époque, c'est l'île de Saint-Domingue. Il y arrive en 1502. Il y est soldat encore. Il participe dans des conditions d'extraordinaire dureté pour les Indiens à l'écrasement des derniers foyers de résistance indienne, mais toujours sans aucune promotion. Il participe ensuite à des razzias pour trouver de l'or et des esclaves indiens sur la côte nord de l'actuelle Colombie. Et la chance va se tourner et il va sortir de l'anonymat, surtout avec l'expédition de la conquête de la découverte du Pacifique par Vasco Núñez de Balboa, où il est le second de Balboa. Et c'est là, pour la première fois, que l'on commence dans les histoires de l'époque à parler de lui. Ensuite, il va faire pendant quelques années partie de la toute petite aristocratie de la ville de Panama qui vient de se créer. Et ensuite, à partir du début des années 20, des 1520, il va avoir l'idée de partir vers le sud, vers un royaume mythique dont on connaissait le nom, mais on ne savait pas si c'était on l'appelait le Pirou, mais on ne savait pas si c'était le nom du pays ou le nom du roi. Et là, pendant 10 années, il va faire 3 expéditions successives avant véritablement d'entreprendre la conquête en 1532. Les hommes de Pizarro arrivent à Tumbes, à l'extrême nord du Pérou. C'est le premier contact avec la grande civilisation inca. Nous sommes en 1528 et les conquistadors découvrent ébahis l'extrême richesse du Pérou. C'est la motivation principale du soldat Pizarro. Pizarro le bâtard qui veut faire fortune, un destin à l'opposé de l'empereur Atahualpa. Un souverain inca avait un très grand nombre de femmes qui venaient sceller des alliances avec des groupes ethniques différents. Donc Atahualpa est le fils d'une épouse secondaire du souverain régnant. Il n'est pas forcément le prince héritier par excellence, mais au moment du décès de son père, il va vouloir entreprendre une lutte armée contre son frère pour le trône inca. C'est quelqu'un qui, au contraire de son frère, a une expérience politique forte. Il a été élevé à Cusco, la capitale inca, mais il a assez vite rejoint son père qui combattait dans les régions septentrionales de l'Empire, en Équateur. Et donc cela va lui donner une certaine reconnaissance de la part de l'entourage de son père pour se poser en leader. Il a, au moment de l'arrivée des Espagnols, une trentaine d'années, on pense qu'il est né vers 1500. Les sources espagnoles le décrivent comme quelqu'un d'assez beau, d'une belle corpulence, reconnu pour sa cruauté, mais ça c'était quelque chose d'inhérent au souverain inca. Il sera décrit également au moment de sa captivité comme quelqu'un de très intelligent, qui a rapidement appris à jouer aux échecs, et quelqu'un également d'assez gai. Au contraire, avec ses sujets, il était beaucoup plus retiré. Le souverain inca et le fils du soleil, c'est un être semi-divin auquel on ne s'adresse jamais directement et qu'on ne peut généralement pas voir. Il se déplace toujours en litière, donc c'est quelqu'un qui a impressionné les Espagnols par sa majesté et son autorité. C'est ce chef de guerre, fier, intelligent et ambitieux qui va faire face aux conquistadors. Dans ces années-là, entre 1524 et 1528, Atahualpa est dans une guerre de succession contre son frère Huáscar, au pouvoir à Cusco. Atahualpa prend la ville, massacre les généraux de son frère et se débarrasse de cette opposition pour se faire introniser en 1530. Pizarro, lui, poursuit son avancée avec ses troupes. Lui aussi doit combattre des rivaux comme Almagro. Il est au bord du découragement quand ses hommes croisent un radeau à voile indien rempli de richesses. Le moral revient, mais ses expéditions en 1524 et 1525 connaissent de nombreuses difficultés. La première est une catastrophe totale, à tel point que lorsqu'ils doivent rentrer à Panama, Pizarro n'ose pas retourner à Panama parce que, bien entendu, il ne faut pas oublier que ces expéditions coûtaient cher, il fallait des bailleurs de fonds, dont il ne veut pas rendre de compte. Il va réussir à en monter une, en tout cas son adjoint Almagro va réussir à en monter une seconde. Et c'est à la fin de la seconde expédition que là, les Espagnols, presque en désespoir de cause, ils envoient un bateau vers le sud, et là ce bateau va rencontrer un bateau indien chargé d'une cargaison d'objets précieux, qui dit bien qu'il y a une civilisation riche et donc attractive pour les conquérants. Et donc c'est uniquement après ces 2 tentatives que les Espagnols savent qu'il y a effectivement un monde riche à conquérir. Ils vont retourner à Panama. Pizarro va aller en Espagne pour avoir les autorisations
politique nécessaire. C'est un immense empire. Au moment de l'arrivée des Espagnols, l'empire Inca connaît sa plus forte expansion et effectivement l'empire compte entre 10 et 12 millions de sujets et tout ce système tient grâce à un système administratif très rigoureux et intelligent. Les Incas ne viennent pas détruire les communautés qu'ils veulent soumettre, au contraire ils essayent de garder l'organisation sociale et politique sur place et l'exploiter au mieux pour que ces communautés soient productives. Et les Incas mettent également en place tout un système de routes impressionnant, près de 40 000 km de routes, qui permettent la circulation des caravanes, des sujets et également des milices Incas pour le contrôle du territoire. Les troupes espagnoles, quand elles arrivent, ont su donc profiter des faiblesses de l'Empire, en trouvant des alliés auprès des peuples soumis par les Incas. Nous sommes en janvier 1531, moment décisif de la conquête. Les Espagnols reçoivent des renforts venant du Nicaragua. L'expédition avance et quitte la côte pour aller à la rencontre de l'Inca Atahualpa à On retient Cajamarca. souvent le fait qu'une petite poignée d'hommes, moins de 200 Espagnols, ont réussi à capturer, visiblement sans trop de problèmes, l'empereur du plus grand empire des Andes. Et cette image est à relativiser. La capture a effectivement eu lieu de manière assez rapide et aisée, mais parce que visiblement Atahualpa, le souverain Inca, n'avait pas très bien compris cette menace espagnole. Pour lui, qui avait des armées de plusieurs milliers de soldats, ce petit groupe d'hommes n'était pas une réelle menace, même s'il venait accompagné d'armes nouvelles comme les arquebuses, des arbalètes et des chevaux. S'il y a quelque chose qui a joué un rôle déterminant dans la victoire des Espagnols contre les Incas, c'est bien la nature des armes des Espagnols, beaucoup plus puissantes que celles des Incas, comme cette hallebarde que l'on voit ici et qui date du XVIe siècle, ou encore cette arbalète juste derrière moi et qui a fait des dégâts considérables au sein de l'armée de l'empereur Atahualpa. Effectivement, le problème des armes est un aspect très important de la conquête. Dans l'historiographie traditionnelle, on insiste surtout sur deux armes que les Espagnols avaient et dont les Indiens ne pouvaient pas bénéficier. Un, les armes à feu, c'est-à-dire les armes à poudre. Alors, c'est vrai qu'il y avait des armes à poudre, mais il ne faut pas comment dirais-je, en exagérer l'importance. Pourquoi? Parce que bien évidemment, la poudre, quand on l'a utilisée, il n'y en a plus, il faut en faire d'autres. Ce n'était pas évident de trouver sur place les produits nécessaires à sa fabrication. Et surtout, la poudre de l'époque se compactait sous l'effet de l'humidité. Donc très souvent, on avait de la poudre, on ne pouvait pas s'en servir. L'autre élément, c'était les chevaux. Et au début, il n'y a pas beaucoup de chevaux. Bien sûr, les chevaux impressionnent beaucoup les Indiens. C'est un animal qu'ils ne connaissent pas. On dit même qu'ils se demandaient si le cavalier et le cheval n'étaient pas une même personne. Mais en fait, il y a très peu de chevaux. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et il y avait 4-5 chevaux par expédition. La cavalerie était très meurtrière, les attaques de cavalerie étaient très meurtrières, mais probablement Atahualpa les a laissés venir pour voir de qui il s'agissait, comprendre mieux à qui il avait affaire. Et également, il ne pouvait pas imaginer que l'on puisse porter atteinte à sa personne. Et c'est toujours surprenant de voir pourquoi il a accepté de se rendre à une entrevue dans une place fermée qui était très propice au guet-apens. 16 novembre 1532, le piège espagnol a fonctionné. L'Inca, séparé du plus fort de ses troupes, devient plus vulnérable. Les Espagnols se saisissent du fils du soleil et le fait prisonnier, chose impensable pour les sujets de l'Empire. C'est la déroute, la fin d'un monde, journée décisive pour la conquête espagnole. C'est aussi la lutte entre la tradition du Cusco, la tradition centrale de l'Empire, et la tradition en train de s'établir des nouvelles régions conquises par les Incas. Il y a une opposition de deux hommes, sans doute, mais aussi peut-être de deux conceptions ou de deux types d'équilibre à l'intérieur de l'Empire Inca. Et bien entendu, de tous ces problèmes-là, les Espagnols vont se servir.
Alors, en fait, les Espagnols descendent, ils arrivent à pied, bien sûr, ils ont débarqué d'abord dans ce qui est l'Équateur, ils ont descendu la côte équatorienne, puis ils se sont embarqués pour traverser le fleuve, enfin l'estuaire, le Rio Guayas, et ils ont débarqué au nord du Pérou, dans la région actuelle de Tumbes. Et là, l'armée espagnole descend la côte, qui est un désert, et c'est très dire parce que c'est en plein été austral, donc ils descendent, mais ils sont en contact avec des émissaires incas. Il ne faut pas croire que c'est une situation d'affrontement. Non, ils ont des contacts. Et par ces contacts, ils apprennent que l'empereur est à Cajamarca. C'est-à-dire Cajamarca, c'est dans les Andes du nord du Pérou. Et donc les Espagnols, apprenant que l'Inca se trouve là, vont complètement changer de route. Ils ne continuent plus de descendre le long de la côte. Ils tournent à 90 degrés et ils montent dans les Andes vers Cajamarca. Et à Cajamarca, que trouve-t-il? Eh bien, il trouve l'Inca, ou plutôt, qu'y a-t-il à Cajamarca? Il y a l'Inca, sa cour, et il se déplaçait avec des milliers de personnes, toute son armée, plus des milliers de personnes qui l'accompagnaient pour les porteurs, etc. Et il se trouve dans des bains, il y a un endroit où il y a des eaux thermales qui existent toujours, qui étaient à l'époque à quelques kilomètres de la ville, qui maintenant sont presque dans la ville. Et là, pendant 2 jours, les 2 jours qui précèdent, Pizarro envoie 2 émissaires pour rendre visite à l'Inca, mais aussi pour s'apercevoir des forces en présence, etc. Et effectivement, alors il y a des incompréhensions totales, parce que l'Inca ne comprend pas ces gens-là qui ne manifestent aucun respect, qui le regardent dans les yeux, alors que normalement les sujets ne devaient pas le faire, etc. Et le problème, c'est que les Espagnols vont convaincre, chose inouïe, Atahualpa, d'aller rendre visite à leur chef, c'est-à-dire Pizarro. Alors que c'est normalement le contraire qui devait se passer. Mais vous avez compris ce qui se passe. C'est qu'en fait, les Espagnols veulent séparer Atahualpa du plus fort, du plus gros de ses troupes. Et l'idée leur est venue de l'attirer dans Cajamarca, qui est une petite ville au centre de laquelle il y a une grande place, qui est commandée par 2 issues. Il y avait des tours, il y a 2 issues. C'est-à-dire que les issues servent à rentrer mais à sortir. Si vous les obstruez, on ne peut plus sortir. Donc l'idée, c'est de faire venir Atahualpa dans Cajamarca, où forcément dans la cour centrale, il sera avec un nombre relativement réduit de soldats et de personnes l'accompagnant. À un signal, les issues sont bouchées, et là, c'est le carnage. Donc des hommes qui n'étaient pas armés, mais il y avait aussi quelques soldats, mais en nombre ridiculement peu nombreux. Enfin, c'est un piège. Voilà, c'est peu nombreux. Donc effectivement, l'opération de la prise du corps de l'Inca, de sa personne, c'est relativement facile. Il n'y a pas tellement de défense possible, d'autant plus que les Espagnols sont surarmés, suréquipés, ils savent se battre, ce sont des soldats de métier, etc. Ils sont sans pitié. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois l'Inca prisonnier, étant donné la révérence, la déférence que les Incas avaient vis-à-vis de leur empereur, ils n'ont pas l'idée de se battre pour le libérer. Ça ne leur vient pas. Et donc, les Espagnols profitent de cette situation. Et il faut dire d'ailleurs que dès qu'ils s'emparent de la personne de l'Inca, leur cavalerie sort autour de la ville de Cajamarca et là fait un carnage abominable des gens qui étaient autour de la ville et qui bien entendu vont partir, vont s'enfuir et qui vont abandonner tout, le camp, les richesses, les tissus, les femmes, les objets d'or, etc. Est-ce qu'on a une vision de ce que lui, comment il a vu les Espagnols, ce qu'il pensait, comment il a vécu cette rencontre, cette journée? Est-ce qu'on sait des choses de ça? On sait qu'au tout début, les Andins se sont demandé qui étaient ces barbus qui sortaient de la mer. Pour eux, la mer était une espèce de frontière et ils ont été associés à une certaine... on les a associés à des êtres semi-divins.
On pensait qu'ils ne dormaient pas puisque les Espagnols étaient toujours aux aguets pendant la nuit. On pensait même qu'ils mangeaient l'or et l'argent, c'est pour ça qu'ils en recherchaient autant. Et d'ailleurs, les chevaux qui mâchaient leur mort donnaient cette illusion. Progressivement, c'était des gens aussi pragmatiques comme vous et moi, et ils se sont bien rendus compte que les cheveux pouvaient mourir, que les Espagnols dormaient, etc. Et finalement, on pense qu'au moment de l'arrivée des Espagnols à Cajamarca, ils voient assez bien à qui ils ont affaire, mais ça reste quand même des gens que l'on ne peut pas classer, qu'on a du mal à classer. Et on pense que cela explique le fait qu'Atahualpa ait voulu les voir et qu'il n'ait pas entrepris de les mater avant leur arrivée à Cajamarca. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire que c'est l'histoire d'une rencontre qui n'a pas eu lieu? L'Inca et le conquistador? Oui, disons que dès le départ, les Espagnols n'avaient qu'une seule option, c'était de mener ce guet-apens contre la figure d'Atahualpa. C'était une minorité, donc la rencontre, elle a eu lieu et elle s'est terminée par la capture, qui était ce qu'ils avaient prévu. Et par la disparition d'une culture? J'espère que non, il reste des traces. Bon, il y a eu de très nombreuses destructions, mais l'héritage inca et andin reste encore très présent et particulièrement mis en valeur dans la société péruvienne contemporaine. Une culture qui n'a pas disparu car fondée sur des bases culturelles solides, bien ancrées sur les fondations d'une grande civilisation qui fascine encore aujourd'hui et dont les réalisations architecturales, notamment à Cusco, avaient marqué l'esprit des Espagnols par leur qualité et leur ingéniosité. L'architecture inca est vraiment très impressionnante et la capitale en particulier a émerveillé les conquistadors pour ses richesses en or et en argent, mais également pour la qualité des architectures, des palais, des constructions et tout ce système de voirie et de canaux d'évacuation qui était très important. Mais voilà, ils sont émerveillés, mais ils détruisent tout pour remettre en place une organisation espagnole. Oui, c'est quelque chose que font tous et qu'avaient fait également les Incas. Hein. On a un exemple assez récent au moment de l'arrivée des conquistadors. Les Incas ont soumis l'Équateur en soumettant notamment les Cañaris. Ils ont rasé la capitale des Cañaris et construit une nouvelle ville inca par-dessus. Donc les Espagnols ont utilisé la même stratégie. On va notamment détruire les temples pour lutter contre les idolâtries, contre les croyances incas et construire par-dessus des églises. Le moment de la conquête espagnole reste un moment de profonde destruction où on va notamment, comme vous l'évoquiez, rassembler l'or et l'argent conservés dans les palais, dans les temples, et cela a provoqué de nombreuses destructions. Parce qu'il y a aussi ce qui motivait les Espagnols et Pizarro, c'est aussi la cupidité, c'est l'or, c'est la richesse. C'est essentiellement ça, hein. Les conquistadors ont tout misé, leur argent, même leur vie, pour faire fortune au Nouveau Monde. Et donc, quand l'occasion se présente, il faut vraiment se tailler la part du lion. Cusco, le joyau de l'Empire Inca, ville située au sud-est du Pérou, fondée au XIe siècle au cœur de la cordillère des Andes, c'est le centre religieux et politique de l'Empire, un empire qui vacille quand arrivent les Espagnols avec Pizarro. En une guerre éclair, le Pérou est conquis, mais la chute de l'Empire Inca est aussi due à des cultures et à deux conceptions différentes du monde. Juste une dernière question, est-ce qu'il y a 2 ou 3 pièces qu'il faut absolument, sur lesquelles il faut mettre l'accent dans cette exposition, il faut insister notamment? Alors l'exposition présente un ensemble d'objets très éclectiques, donc en fonction de ce que vous aimez le plus, la peinture ou l'archéologie, vous pourrez choisir votre coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup un tableau colonial qui représente l'apôtre Saint-Jacques, qui est l'apôtre que l'on invoque, que l'on compare à la conquête du Nouveau Monde et qui accompagne donc les guerriers espagnols. Il y a aussi un très beau tableau qui représente un mariage entre une princesse inca et un espagnol. Vous avez aussi des pièces archéologiques exceptionnelles, une tunique militaire inca qui est extrêmement rare ou un trône en bois inca. Atahualpa est fait prisonnier, les Espagnols le gardent en vie le temps qu'ils réunissent une immense rançon, 4,5 tonnes d'or et 9 d'argent,
Pizarro, Almagro et Soto se partagent le butin, non sans tension. Une partie revient à la couronne d'Espagne. Les Espagnols sont réservés sur le sort de l'Inca. Il est finalement jugé le 26 juillet 1532 et exécuté le jour même. Pizarro est assassiné par ses rivaux espagnols le 26 juin 1541. On ne pourra jamais retirer de l'histoire péruvienne ni Francisco Pizarro ni Atahualpa. Les Incas organisent une résistance avec un soulèvement en 1536. Ils font le siège de Cusco pendant 1 an, une rébellion qui fait des émules, notamment à Lima, la capitale coloniale, mais c'est un échec. Le dernier Inca, Tupac Amaru, meurt décapité le 23 septembre 1572. L'histoire est souvent le récit des vainqueurs, dit-on. Cette exposition permet de mettre la lumière sur la vision Inca de cette histoire et de tisser une narration andine d'une société forcément plurielle. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télésud. Merci à Valerio Truffa pour les images et la réalisation de cette émission. L'exposition L'Inca et le Conquistador, c'est au musée du Quai Branly jusqu'au 20 septembre.